Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. C'est le retour des fêtes aujourd'hui. Il fait froid, mais on est nombreux en studio pour se tenir au chaud. Hein? On est beaucoup, ben oui. Donc, je me présente, Joël Beauchamp-Monfette, animateur régulier à l'émission. On a à la régie Charles Bénard qui est assisté de Julien Lehoux. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour Julien. Fait des tatas aujourd'hui. Julien est caché loin, il fait des bonjours à tout le monde pour ceux qui ont la caméra en studio. J'espère qu'il y en a beaucoup, sinon tant pis. Mais on a aussi toute une brochette d'historiens et d'historiennes à l'émission aujourd'hui. Chloé Poitras qui, pour son anniversaire, nous fait le cadeau d'une chronique. Bonjour Chloé. Allô. Tu vas nous parler aujourd'hui de la propagation du nationalisme dans la musique savante du 19e siècle. Exactement. Wow, on a hâte d'entendre ça. On a aussi Rosalie Racine qui est particulièrement grippée. Oui, Rachel. Et toi, tu vas nous parler du procès de Nuremberg en 1945, c'est ça? Exactement. Cool. Et on va terminer dans la même veine avec Thomas Venn. Ha ha ha! Et qui va nous parler du passé, du présent et du futur de l'histoire militaire. C'est ce que je vais essayer de faire. On a hâte d'entendre ça. On a aussi en studio Marie-Pierre Berthelet et Alexandre Vaillancourt. Bonjour. Hello. Bonjour. On a hâte d'entendre vos futures chroniques de nos deux futurs chroniqueurs vedettes. Mais avant d'entendre tout ça, on va tout de suite passer à la première chronique. On va enchaîner sans plus attendre avec Chloé Poitras-Raymond. Toi, Chloé, quand t'écoutes la musique, t'aimes pas ça mettre ton cerveau à off puis juste apprécier, hein? Il faut analyser. Oui. On n'a pas le choix. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, ma chronique, c'est sur les liens entre nationalisme et musique dans l'Europe du 19e siècle. Donc, le 19e siècle, on le sait, est connu pour être le siècle des nationalismes, donc de la construction des nations, une volonté d'indépendance face aux grands empires. Et ça passe beaucoup par les actions politiques, donc révoltes, révolutions, qui sont liées justement à ces désirs d'indépendance-là. Par contre, ça va quand même au-delà d'une action politique ou d'un engagement politique. On le retrouve aussi dans les écrits, que ce soit les essais, la philosophie, où est-ce que les écrivains, philosophes, mais également les compositeurs vont tenter d'éveiller un sentiment d'appartenance, une sorte de patriotisme dans la population qu'ils vont représenter. Donc, il y a des compositeurs qui vont vouloir contribuer vraiment en tant que compositeurs par leur musique. Donc, ils vont donner une sorte de rôle à la musique pour propager le nationalisme. OK, mais le nationalisme, c'est une idée. Comment est-ce qu'on peut écrire des notes de musique puis que ça exprime des idées? Ben, c'est ça. Ça se fait pas vraiment, là. On peut pas juste regarder une partition et dire « Ah, mon Dieu, cet enchaînement de notes-là, mon Dieu, c'est nationaliste. » Ça fonctionne pas comme ça. C'est plutôt en fait dans l'idée que certains compositeurs vont se faire de la musique qu'ils composent. Donc leurs intentions, qu'est-ce qu'ils pensent qui est national, qu'est-ce qu'ils pensent qui est nationaliste, c'est quoi le rôle de la musique. Puis qu'est-ce qui est national ou nationaliste? Donc, quand on regarde une œuvre, on peut regarder trois grands aspects. Donc, le premier serait un appel au folklore. Donc, dès le 19e siècle, en littérature, on le voit, c'est le retour, en fait, des contes. Donc, on pense, par exemple, aux frères Grimm qui sont allés rechercher les vieux contes allemands et qui les ont republiés. Il y a du monde en musique qui veulent faire la même chose. Donc, ils veulent intégrer légendes, contes classiques, poèmes épiques dans la musique. Et évidemment, au niveau symphonique, là, ça s'inclut pas très bien, donc c'est vraiment l'opéra qui va devenir le médium d'excellence pour propager du nationalisme en musique. C'est aussi un moment où on veut faire une espèce d'appel au folk, donc au peuple, comme le disent les Allemands. Donc, on a quand même une image qui est romancée de la paysannerie du peuple. On n'est pas dans cet peuple qui vit des temps difficiles. On est vraiment comme dans les papillons, là, de la campagne. Là. Donc, donc, la grandeur du peuple. Oui, exactement. Donc, on peut s'envoler où, mon wow. Donc, on tente de se réapproprier la culture populaire du folk. Et donc, un des exemples qu'on a dans l'opéra, c'est Richard Wagner, qui est, je dirais, l'exemple par excellence, avec l'Anneau du Nibelung, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une tétralogie de 4 opéras. Ça dure 14 heures, hein, ça, si je me souviens bien. Entre 13 et 16 heures, dépendamment des représentations. Donc, ça a été composé en 1849 et 1876. Et l'extrait que je veux vous montrer, c'est la Marche des Valkyries, qui est dans le deuxième opéra, donc Valkyr. Donc, c'est un opéra qui est inspiré de la mythologie germanique et nordique. Donc, Charles, si tu veux bien.
grandiose. Oui. J'apprécie à chaque fois. Et ça va faire des gros festivals, ça? Oui. C'est ça que je pense, là. Ça attirait plein de monde, justement, à la ville de... J'ai oublié le nom. Où est-ce qu'il y avait son opéra? Beyrouth. Beyrouth, c'est ça. Mais les festivals sont pas une invention plus tardive de Berlioz ou quelque chose comme ça? Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ah, ça va. Tu viens de me perdre. Donc, j'allais avec mon deuxième élément qui fait d'une œuvre qu'elle est nationaliste. C'est, en fait, la mention d'éléments géographiques ou de frontières, en fait. Donc, on est dans le nationalisme qui est vraiment... exclusif en fait, donc le nous contre le eux, donc la frontière devient très importante, mais également les éléments géographiques, entre autres le fleuve qui devient fait beaucoup de compositions qui rend hommage aux différents fleuves. Donc juste dans les années 1840, on parle d'environ 400 leaders, donc ce sont des poèmes germaniques qui sont mis en musique sur le thème du Rhin, donc cette rivière là qui entre la... Oui. Seulement dans une seule décennie, oui, 400. 400, exactement. Donc, c'est énorme. Donc, le Rhin qui est vu comme la limite à défendre entre la France et l'Allemagne à ce moment-là. Et donc, ça m'amène à un deuxième extrait qui est pas sur l'Allemagne, donc qui va être plutôt du niveau de la Bohème. Donc, c'est Bedřich Smetana, donc qui est le compositeur par excellence tchèque nationaliste. Si vous le connaissez pas, il est vraiment à connaître. Donc, c'est un compositeur qui a quand même participé activement dans la révolution de 1848 à Prague. Donc, il était dans les barricades. Et donc, l'extrait que je vais vous montrer s'appelle Ma vlast, qui signifie ma patrie. Donc, c'est une série de 6 poèmes symphoniques patriotiques où il évoque paysages, légendes, histoire de la Bohème. Donc, il parle vraiment d'un État qui est espéré et qui n'est pas encore construit politiquement. Et donc, c'est le poème symphonique numéro 2 qui s'appelle Vltava, excusez mon tchèque, qui est le nom de la rivière qui traverse Prague et qui est connue aussi sur son nom allemand, la Moldau. Donc, ça peut aider. Voilà, mais son nom allemand, par contre. Donc, donc voilà, ça évoquait une rivière. J'espère que vous l'avez senti. J'arrive à fermer mes yeux et voir la rivière. C'est relaxant. Donc chaque année, oui. Ah non, je l'écoutais en me dirigeant vers Prague justement. Bon, voilà. Donc il a réussi sa mission 150 ans plus tard. Merci, grand merci. Chaque année, cette œuvre-là, Ma vlast, va être jouée au Festival du Printemps de Prague en ouverture, donc systématiquement depuis 1952. Ça commence le 12 mai, donc la date de l'anniversaire de la mort de Smetana. Troisième élément, c'est la langue, en fait, tout simplement. Donc, traditionnellement, les opéras sont en italien, allemand ou en français. Donc, il y a plusieurs compositeurs, notamment ceux qui proviennent de l'Autriche-Hongrie, donc qui ne sont pas germanophones, qui vont vouloir composer dans d'autres langues. Donc, c'est le cas, par exemple, de Smetana que je vous ai présenté, qui a composé le premier opéra en tchèque. Ça va être également le cas des Russes. Donc, eux sont dans leur pays, ils peuvent parler russe. Par contre, ils veulent vraiment se distancier de la tradition ouest-européenne, si l'on veut. Donc, on va avoir un groupe de Russes qui s'appelle les Mighty Handful, que j'adore ce nom, et qui porte le très plat nom en français du groupe des 5. Oh! Ouais, c'est un peu plus plat. Donc, c'est Borodin, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Cui et Balakirev. Donc, ils vont collaborer ensemble pour créer une musique qui est authentiquement russe. Le meilleur boys band du 19e. Exactement. Ils méritent bien leur nom. Mais ça, comment t'en parles? On dirait que c'est au 19e. Quand on parle de musique, de romantisme, on parle de nationalisme automatiquement. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est une partie très importante en fait de la musique. Donc c'est un nouveau courant nationaliste qui prend beaucoup de place, en fait c'est beaucoup des compositeurs connus qui vont en faire partie, mais encore beaucoup de compositeurs qui sont plutôt du côté de l'universalisme, donc de cette idée que la musique est un langage universel, donc qui doit aller au-delà des nations, au-delà des différences. Et l'exemple qui est mon compositeur préféré, mais c'est Tchaïkovski. Il représente le conservatoire russe, il représente l'universalisme, et il est extrêmement populaire à cette époque-là, quand même. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, je vous ai parlé de quelques éléments qui font qu'une œuvre est considérée comme nationaliste, mais c'est beaucoup, en fait, l'intention du compositeur en tant que tel, ou l'intention qu'on lui a portée avec le temps, donc soit
on lui a porté une intention directement sur le coup ou des années plus tard. Oui, parce que j'imagine que c'est pas tous les artistes qui se lèvent le matin et disent je vais faire la promotion de la nation. Exactement, puis c'est pas tous qui vont écrire ou participer en fait dans les éléments politiques, donc on le sait pas nécessairement s'ils sont nationalistes ou pas. Et en fait, deux bons exemples pour cela, c'est Verdi et Chopin. Donc sont deux compositeurs où ont été vraiment réutilisés un peu en fait soit par des militants, soit par la nation, directement. Donc, ont été réutilisés ou encore, c'est ça. Donc, on commence par Verdi, donc qui était favorable au Risorgimento, donc ça on le sait. Donc, le Risorgimento qui est cette volonté d'unifier toute l'Italie, toute la péninsule de l'Italie, parce qu'à cette époque-là, il y a encore des partis qui sont, entre autres, dans l'Empire austro-hongrois. Donc, on sait qu'il était favorable à ça. Par contre, il y en a des historiens, des musicologues qui vont avoir un peu extrapolé le fait d'être favorable à ça et d'avoir vu que sa musique aurait résonné chez les militants, d'avoir essayé d'interpréter sa musique au-delà de ce qu'elle était. Donc, en ce moment, c'est toujours pas clair, en fait, si Verdi était nationaliste ou pas. Mais je vais quand même faire écouter un de ses extraits qui provient de l'opéra Nabucco de 1842. Ça va vous donner une idée de pourquoi c'était pas très clair s'il était nationaliste ou pas. Donc, pour ceux qui parlent italien et qui ont une bonne ouïe, qui ont pu entendre les paroles, donc il dit « Oh mia patria, si bella e perduta », donc « Oh ma patrie, oh ma patrie, si belle et perdue ». Donc, il y en a qui ont vu comme un appel au nationalisme. Ben oui, on dirait que c'est le nationalisme italien. Exactement. Par contre, la pièce qui s'appelle Va Pensiero a aussi le deuxième nom du cœur des esclaves hébreux. Donc, ça a plus ou moins de lien. Donc, on a vraiment allé extrapoler un peu ces paroles de cet opéra-là. Et surtout, en fait, qu'à la même époque, il va y avoir des slogans qui vont commencer à être écrits sur les murs en Italie qui sont pour le Risorgimento, il va être marqué Viva Verdi en grosses lettres. Par contre, c'est un acronyme pour Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia, donc vive le roi Victor Emmanuel, roi d'Italie. Est-ce que Verdi était au courant de ça? Aucune idée, on le sait pas, mais ça l'a alimenté un peu sur les discussions sur le nationalisme. Ça réussit certainement à faire vendre des billets, par exemple. Probablement. Et donc, mon deuxième exemple, c'est celui de Chopin. Donc, Chopin qui représente la Pologne. Donc, c'est vraiment... les Polonais adorent Chopin, avec raison. Il est un très, très bon compositeur. Et on sait que dès son enfance, dès qu'il avait 6 ans, il a composé des polonaises et des mazurkas, donc ces danses typiquement... Et quand il a déménagé en France, il a composé les françaises ou non? Ça marche pas comme ça? Il a continué de composer des polonaises, donc d'où le fait que certains ont pensé que justement il était nationaliste, donc il avait un amour pour la Pologne, on le sait, il l'a quitté quand les Russes sont arrivés avec une occupation qui était très très difficile. Par contre, il a jamais écrit qu'il était nationaliste, il a toujours refusé de créer un opéra national polonais, d'abord et avant tout parce qu'il écrivait du piano, donc il ne voulait pas écrire un opéra. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Chopin, c'est la manière qu'il a été réutilisé avec le temps. Donc, il est devenu un symbole pour la sauvegarde de l'identité culturelle et territoriale de la Pologne. Et c'est pas pour rien, en fait, les nazis, lorsqu'ils sont arrivés en Pologne, ils ont, en 1939, ils ont dynamité la pauvre statue de Chopin à Varsovie et interdit l'exécution de toutes ses œuvres à travers le territoire. Et donc, les Polonais, ils ont répondu en faisant jouer la musique de Chopin en signe de résistance face à l'envahisseur nazi, entre autres dans le ghetto de Varsovie. Et pour terminer cette chronique-là, je vais vous envoyer avec un extrait musical d'une polonaise héroïque. Donc, ça sonne romantique à souhait. C'est nationaliste et romantique. Et pour ceux qui connaissent Chopin, je vous avertis que c'est très loin de ses nocturnes, donc c'est un petit peu plus vivant. Et ça provient de 1842, composé à ce moment-là.
Merci beaucoup, Chloé. C'était très plaisir. intéressant. Un mot de la fin. Donc, la musique, c'était la musique de la fin. Ben, la musique, c'était la musique de la fin, mais je vous encourage à aller écouter cela en étudiant. Donc, Oui. moi, j'ai un faible pour Smetana pour étudier. C'est très, très fonctionnel. Je dois avouer que Wagner, un opéra de 13 à 16 heures, on peut étudier longtemps avec ça. L'avantage, c'est que t'as pas besoin de chanter pendant que ça joue, fait que tu peux te concentrer sur tes études. Mais c'est dur à pas chanter de la musique romantique, c'est tellement poignant. Oh, ça doit... J'imagine bien à ton bureau, te lever glorieusement. Et... Oui. Et là, il y a des Entamer professeurs un qui chant. passent en avant et qui se disent « Qu'est-ce que c'est? » Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur le romantisme, la mythologie, la grandiose tout le côté grandiose du nationalisme, je vais vous inviter à aller écouter la chronique du 16 mars 2018. Alors oui, on retourne dans le temps. C'était une chronique de Mathieu Cordeau qui portait sur l'œuvre de mythologie de Wagner et sur l'anneau du Nibelung duquel t'as parlé. En attendant que vous alliez écouter ça, on s'en va en musique. Charles, qu'est-ce que tu nous fais écouter? On écoute Il fait très froid de Mavic Alfi. Ouais. Et tantôt, on en a une autre aussi qui va être très drôle, vous allez voir. Et on est de retour. On est de retour à En direct, la grippe de Rosalie. Non, nous sommes de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, la référence de vulgarisation historique, hein? On aime ça. On va enchaîner tout de suite, sans plus attendre, avec Rosalie Racine. Rosalie, tout le monde connaît la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a eu une série de procès. Puis pour toi, c'est la partie la plus intéressante, c'est ça? Oui, ben effectivement, c'est ce que j'étudie à la base. Puis aujourd'hui, je vais vous parler en fait du procès de Nuremberg et du rôle qu'il a joué dans la mise en place d'une mémoire de l'Holocauste. Donc en fait, c'est en 1943, par la déclaration sur les atrocités, que les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale vont expliciter pour la première fois une volonté de mettre en place une réponse judiciaire aux crimes nazis. Cette déclaration-là va être rédigée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS et va reconnaître d'emblée les crimes commis par le régime nazi dans les pays qui l'occupent et annonce la création d'une juridiction pénale internationale. Qu'il n'y avait jamais eu avant. Non, c'était vraiment une nouveauté là, dans le droit international à ce moment-là.
C'est la Charte de Londres du 8 août 1945 qui va sceller la réalisation du tribunal militaire international de Nuremberg. Robert Jackson, qui est chargé par le président américain de la préparation du procès de Nuremberg, va l'affirmer en 1949, donc après là, les procédures. Le but du tribunal de Nuremberg, c'était de constituer une archive irréfutable du national-socialisme et de ses crimes. Le tribunal de Nuremberg avait comme objectif de faire connaître l'Holocauste et de l'imposer comme un fait historique d'une grande importance, et ce, même s'il ne constituait pas le centre d'attention du procès. Donc, on va s'attarder aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, sur les manières dont le procès de Nuremberg a participé à la création d'une mémoire de l'Holocauste dans l'après-guerre immédiat. On va passer rapidement sur les précédents judiciaires qui ont été établis par le procès, l'introduction de films comme preuve visuelle et l'utilisation des témoignages lors du procès. Le précédent judiciaire le plus important qui a été mis en place à Nuremberg, c'est la création de l'accusation de crime contre l'humanité. Cette nouveauté-là, dans la loi internationale, a été mise en place pour tenir un État souverain comme légalement responsable pour le mauvais traitement et le meurtre de sa population civile, et ce, même si la loi civile ne criminalisait pas ces actes-là. Donc, ça passe au-dessus de la tête des nations eux-mêmes. Oui, exactement. Donc, ça vient vraiment toucher le principe même de souveraineté, ce qui aurait pu être une dérive totale pour les Alliés à ce moment-là. Mais une chance, il n'y a pas eu ça, des dérives dans la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça va bien, c'est correct. On connaît pas ça, là. Mais justement, pour éviter, en fait, ces dérives-là, Nuremberg va restreindre l'usage de cette accusation-là en la liant aux autres accusations du procès. Donc, crime contre la paix, crime de guerre et conspiration pour une guerre d'agression. Ça va faire en sorte que, en fait, on enlève sa spécificité aux crimes ciblés contre les Juifs et va ranger l'Holocauste dans le même rang que les autres crimes nazis. Donc, ça devient non pas un crime spécial, mais un crime comme les autres là, commis par les nazis. Mais c'est fondamentalement nouveau comme principe. Ouais. Ça a dû avoir des répercussions sur la façon de voir la guerre? Oui. Oui, effectivement. Oui, en fait, le Nuremberg va établir des précédents importants en reconnaissant notamment la responsabilité criminelle internationale. L'établissement de crimes internationaux est souvent considéré comme une des plus grandes réussites de Nuremberg. Aussi introduite au tribunal, la responsabilité pénale individuelle des criminels fait partie des nouveautés qui ont été mises en place dans le droit international. Et ça va rompre avec la tradition qui voulait que la loi internationale ne juge que les États, en fait. L'avènement de la responsabilité individuelle dans le droit international va permettre d'éviter que le syndrome de la culpabilité collective causé par la manipulation de la population par un groupe en particulier, donc les nazis, les dirigeants nazis, dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que c'est que le syndrome de la culpabilité collective? C'est la population allemande, en fait, qui prend la culpabilité de ce qui s'est passé là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et non pas seulement que les dirigeants, ce que Nuremberg essayait de faire là, à ce moment-là. Donc, ça peut protéger un peu les individus de la nation qui n'ont pas réellement participé. Par Nuremberg, en fait, on va vraiment mettre l'emphase sur les accusés en tant qu'individus criminels et dirigeants d'État, et non pas comme des représentants du peuple allemand dans ce cas-ci. Pour la mémoire du régime nazi, cette individualisation-là de la responsabilité devant le droit international va mener à ce que Frédéric Maigret appelle une folklorisation des responsabilités de guerre, c'est-à-dire une association des crimes à des individus précis, et ça, c'était aidé par la structure elle-même du régime nazi qui personnalisait la prise de décision en la personne du Führer. Ensuite, l'innovation de l'utilisation de preuves visuelles durant le procès de Nuremberg provient des documents filmés qui ont été présentés. Si les photos étaient acceptées depuis un certain temps là, dans les cours criminels, la présentation de films lors de procès était nouvelle, sinon inédite, jusqu'à Nuremberg en 1945. L'exemple le plus frappant, c'est celui du film Nazi Concentration Camps, qui a été filmé par l'armée américaine à la libération des camps. Puis la décision, en fait, de présenter ce film-là, prise par les procureurs, était motivée par une volonté de rapporter l'ampleur des crimes commis, ce qui n'était pas possible, selon eux, avec seulement des documents écrits.
Oui, puis en plus, j'imagine, si on veut condamner une idéologie, une philosophie, ben, au-delà de la preuve, les images frappantes des camps vont avoir eu un impact sur les convictions, sur ce que les gens croient. Oui, exactement. Pour les Alliés, le film va vraiment représenter une définition précise, claire et courte. C'est quand même un film de 45 minutes, là, de ce que les mots camp de concentration incarnent. Le film est également vu comme un moyen externe de corroborer le témoignage d'un survivant en montrant visuellement la description faite des camps de concentration par les victimes que les juges ou la population qui assistait au procès auraient pu écarter en pensant que c'était une exagération en fait là, de la réalité. Comme seule preuve cinématographique, le film Nazi Concentration Camps est perçu comme une représentation visuelle authentique des conditions de vie dans les camps de concentration, puisque les images, comme je l'ai dit là, un peu plus tôt, ont été prises vraiment sur le coup quand les Américains sont entrés dans les camps de concentration qu'ils ont libérés. Et c'est le seul film qui a fait ça, et les autres les prenaient après coup? Ouais, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a d'autres films qui ont été faits. On peut penser, les Russes ont fait un film aussi là, quand ils ont été libérés à Auschwitz. Mais ça a été présenté lors d'un autre procès. Donc, à Nuremberg, vraiment, c'est le film des Américains qui a été présenté là, seulement. Une vision du futur des 30 années suivantes oui, environ. Exactement. Donc, les Alliés ont accordé vraiment un poids important au film en raison de sa capacité à témoigner, de démontrer au public une réalité dont il avait jusqu'à ce moment-là ignoré l'existence. Les Américains, notamment, vont accorder une valeur importante à leur film parce qu'il représentait un témoignage rare et complet des conditions de vie dans les camps de concentration. Le plus important avec ce film-là, c'était de montrer la terreur et la mort qui régnaient dans l'univers concentrationnaire nazi. Le film constitue, dans le contexte de Nuremberg, un moment crucial pour la mémoire de l'Holocauste parce qu'il implante une image type d'un survivant et qui démontre l'environnement quotidien des victimes. Le film va permettre au public d'associer des images aux propos qui ont été entendus lors du procès, lors des témoignages là, qui ont été lus et entendus. Le film devait présenter un témoignage officiel dont il était officieusement témoin et apprendre à un public principalement européen les réalités qui consistaient en fait là, les camps de concentration. Ce faisant, la première présentation et celle subséquente du film a imprimé dans la mémoire collective l'image d'un survivant des camps de concentration qui marque encore le code cinématographique d'aujourd'hui. Le film agit, dans le cas du procès de Nuremberg, comme un témoignage silencieux de la vie dans les camps de concentration, puisque le film, en fait, n'est animé que par la narration du réalisateur du film, donc un Américain lors de la libération. Le film, autrement, est en noir et blanc et il n'y a aucun son là, qui sort de là. Mais dans ce cas-là, comment les victimes des camps ont réagi à ce film-là? Ouais, mais les victimes des camps, ça c'est justement mon troisième aspect. C'est une question qui est un peu plus compliquée parce qu'en fait, les autorités au procès de Nuremberg en 1945 avaient pris la décision de ne pas convoquer aucun témoin ou membre des forces de la libération lors du procès. Aucun, ouais. Pourquoi? Je vais revenir là-dessus un peu plus tard, si tu me permets. Je te reviens exactement sur ce sujet-là. Les procureurs, en fait, sous la direction de Robert Jackson, avaient comme objectif de rechercher des preuves qui vont démontrer une crédibilité et une objectivité qui est incontestable, qui serait assez marquante, en fait, pour justifier le long processus judiciaire que représente Nuremberg. C'est quand même quelques mois de préparation et puis presque 1 an de procès là, qu'on avait à justifier. Au final, ce sont quand même 94 témoins qui vont se présenter devant le tribunal, desquels seulement 30 vont se prononcer sur les crimes spécifiques contre les Juifs. Le tribunal avait déclaré aussi qu'il y avait seulement 4 langues qui seraient reconnues comme étant officielles, donc le russe, le français, l'allemand et l'anglais. Aucune surprise ici. Ouais, non, parce qu'il y avait quand même un manque de ressources pour avoir des interprètes compétents dans d'autres langues. Puis, des victimes de régime nazi, il y en avait quand même de plusieurs endroits, donc c'était trop de... Donc, c'est pas une question de culture ou de non, c'est vraiment une question manque de nécessité. de ressources là, de la part des Alliés. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Non, hein? Donc, en plus d'imposer, en fait, le silence sur l'hébreu et sur le yiddish, ça va empêcher de nombreuses victimes juives de témoigner. Ça rajoute également une difficulté aux survivants qui voulaient être appelés là, à la barre du tribunal, puisque leur connaissance minime des autres langues pouvait rendre difficile la description des événements qu'ils avaient subis.
Il y a quand même plusieurs observateurs juifs qui vont considérer que le simple fait que les grandes figures du régime nazi aient été amenées devant un tribunal comme une victoire sur le nazisme, ça va indiquer pour eux une mesure de justice par et pour l'histoire. Malgré la déception que les Juifs ne se soient vus accorder qu'un rôle marginal dans le processus de Nuremberg, le tribunal va agir comme un point tournant pour eux. Le rôle qu'ils ont joué dans l'élaboration de l'accusation de crimes contre l'humanité et leur investissement dans l'institution du tribunal était perçu comme des outils cruciaux pour permettre aux Juifs d'obtenir davantage de droits et une plus grande sécurité dans l'après-guerre. Rassemblés dans le Congrès juif mondial, ils demandaient que les Juifs soient reconnus collectivement comme des victimes d'un crime spécial, donc un crime spécifique contre eux, et voulaient obtenir une représentation officielle dans les procès intentés contre les auteurs de ces crimes-là. Ils souhaitaient en fait retrouver une certaine agentivité dans la mise en place de leur narrative là, dans l'après-guerre. Mais est-ce que t'en parles depuis tantôt, mais on n'a pas l'impression qu'on parle des déportations, de tous ces phénomènes-là, toutes ces questions-là. Non, c'est ça. Les Juifs, en fait, qui avaient été déportés ou qui attendaient de quitter l'Allemagne, eux considéraient pas Nuremberg nécessairement comme un outil efficace pour assurer une plus grande égalité et une plus grande sécurité là, aux Juifs. Oui, c'était assez partagé là, comme opinion en 1945. Ils voyaient en fait plutôt l'institution comme étant infestée par l'antisémitisme qui, déjà pendant la guerre, avait motivé l'inattention des Alliés pour les crimes commis contre les Juifs. Donc, dans les procédures judiciaires, ça se manifestait par une marginalisation des Juifs et de leurs témoignages. Les Juifs s'opposaient donc fortement au silence qui est imposé aux survivants par les procédures judiciaires et à l'effacement de la souffrance particulière juive du discours allié à Nuremberg. On s'entend que c'est pas beaucoup, il me semble que pourquoi il y a eu si peu de témoins que ça? 94 sur un an, c'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Puis en fait, la décision de ne pas inclure davantage de témoignages dans le procès Nuremberg va se baser sur la nature et sur la raison d'être même du tribunal. Le tribunal, en fait, devait juger les criminels de guerre nazis dont les crimes n'étaient pas liés à un espace géographique précis. Les victimes et leurs narratives de persécution ne figuraient donc pas à l'ordre du jour. On voulait vraiment plus justifier un peu nos propres efforts de guerre contre l'Allemagne et contre le régime nazi. En choisissant d'utiliser des documents allemands afin de trouver coupables les accusés nazis, les témoignages de survivants se retrouvaient donc là, évincés de la preuve. Ils sont pas importants. Non, c'est plus important d'avoir des preuves concrètes, visuelles, papier, dont on ne pouvait pas douter de l'authenticité. Il faut justifier d'avoir entré sur d'autres territoires et commis d'autres crimes de guerre. Exactement. En disant qu'ils en ont fait en premier. Cette conspiration-là d'organisation de la guerre, des camps de concentration et tout, c'est vraiment ce qu'on voulait là, prouver à Nuremberg, d'abord et avant tout. En plus, en fait, le personnel judiciaire allié s'inquiétait de la réaction que les témoignages auraient pu provoquer lors du procès et il craignait que ces histoires d'horreur-là soient distrayantes ou diminuent l'emphase qui est mise sur la conspiration que Nuremberg tentait de prouver. Donc, c'est à la fois pratique pour les Alliés comme justification et voilà, j'ai Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté pragmatique. Si c'est un droit qui n'existe pas encore, on veut pas peut-être mettre le pied au complet, on va juste tremper un orteil. Ouais, il y a peut-être une espèce de prudence là, dans les précédents qu'on voulait établir. Toutefois, on peut se poser la question si ça valait vraiment la peine de toute cette prudence-là. Donc, en somme, l'absence de témoignages est un aspect qui va marquer grandement l'héritage et la mémoire laissés par Nuremberg. L'absence de reconnaissance des Juifs comme groupe ayant été particulièrement ciblée par les nazis et la réduction au silence de leurs témoignages participe à la mise de côté de l'expérience particulière juive dans la construction de la mémoire de l'Holocauste de l'après-guerre immédiat. La prédominance des documents écrits par les dirigeants nazis dans les procédures judiciaires va permettre à Nuremberg d'écarter du cœur du procès les victimes et les survivants qui avaient subi les atrocités implantées par le régime nazi. Le procès Nuremberg a fait face à de nombreuses critiques dans les années qui l'ont suivi, justice des vainqueurs, procédure expéditive, droit ex post facto. Malgré toutes ces critiques-là, le procès Nuremberg est encore considéré aujourd'hui comme une des étapes marquantes dans l'histoire de l'après-guerre, dans le droit international. Donc, ça a influencé beaucoup de domaines. Ça va constituer une des pierres d'assises de l'élaboration du droit international tel qu'on connaît aujourd'hui. Et son organisation ainsi que les documents nécessaires à la réalisation du procès vont mettre en place
d'importants précédents judiciaires qui sont encore utilisés aujourd'hui, mais aussi des aspects d'une mémoire là, dont on se souvient encore de nos jours et qui ont encore une influence là, sur la façon dont on se rappelle ces événements-là. Et merci beaucoup, Rosalie. C'était très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet du crime de guerre, je vais vous encourager à aller écouter la chronique de Chloé Poitras, qui est juste à côté de moi, Allô? du 20 septembre dernier, sur les crimes sexuels dans l'Allemagne de 1945. On n'est pas trop loin de la chronique qu'on vient d'entendre, ça c'est certain. En attendant que vous ayez écouté cette super chronique, on s'en va en musique. Charles, est-ce qu'on s'en retourne encore dans le fret? Non, là, on s'en va étudier notre grec. Transition logique. La pièce s'appelle J'étudie mon grec, puis le band s'appelle les Breastfeeders. Let's go. Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Là, on vient d'avoir une chronique sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis sûr que, Thomas, tu salivais à l'idée d'en dire plus sur la guerre. Mais dis-toi que là, c'est ton moment, parce que tu vas aujourd'hui pouvoir nous parler de l'histoire de la guerre, c'est ça? Exactement, donc de l'historiographie, si on veut être un peu savant et pédant. Donc essentiellement, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de décortiquer l'évolution de l'étude historique de la guerre à travers le temps, pour vous montrer comment cette étude-là a toujours été modelée par son contexte, mais également pour arriver et parler un peu de la crise. Il y a une Nabucco qui jouait
C'était parfait, en fait. J'aurais bien aimé que ça continue. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais elle a parti vraiment plusieurs fois dans l'émission. Il faudrait plutôt Valkyrie encore. Non, mais on était rendu dans le bout de Nabucco. Est-ce que ça allait exploser, là? Je peux la repartir, si mais bref. Bonne fête, Chloé. Ce qu'il faut comprendre dans l'histoire de la guerre, c'est que c'est quand même une très vieille matière. L'histoire du fait militaire a été étudiée depuis l'Antiquité, même qu'on pourrait repousser ça à des temps encore plus lointains, avec justement les chroniques ou genre l'histoire orale à propos de guerriers, les faits d'armes, dans toute la mythologie orale, on en retrouve beaucoup. C'est pas forcément de l'histoire, mais en même temps, on peut dire que oui, vu que c'est relate des événements passés. Quand on aime globaliser l'histoire un petit peu, là. Ouais, mais moi, je vais le faire tout pour ma matière ici. Donc, juste un petit avertissement, évidemment, je vais surtout parler de l'Occident. Je vais être eurocentriste. Je suis pas compétent dans les autres continents, on peut dire, mais cette histoire militaire-là existe également. On n'a qu'à penser à Sun Tzu en Chine, qui participe à l'histoire militaire ou l'histoire de la guerre en Chine. Mais je vais rester eurocentriste. Je m'en excuse. Fait on peut vraiment trouver l'héritage, ou du moins les débuts de l'histoire de la guerre, ou de l'histoire militaire chez Thucydide et Hérodote. Thucydide, lui, va écrire un livre au 4e siècle avant Jésus-Christ sur la guerre du Péloponnèse, donc une guerre qui a confronté les cités-États grecques pendant plusieurs décennies. Et ce qu'il va vraiment chercher à faire ici, contrairement, et c'est très nouveau également, c'est vraiment à essayer d'aller chercher des témoignages oraux des conflits et essayer de reconstruire cette histoire-là. Donc, on a ici une personne qui s'en va chercher des sources pour reconstituer une histoire. Thucydide n'est pas seulement le père de l'histoire militaire, si on veut, mais c'est également on considère comme un des premières personnes à vraiment faire des enquêtes historiques de ce genre-là, donc étant oui, parce que ça a l'air assez historiquement scientifique, si on veut. Oui, c'est ça. C'est vraiment une genre de tentative de scientificité, à part le fait que Thucydide va donner plein crédit à ses témoignages. Lui, c'est carrément, si lui il le dit, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on est évidemment un petit peu plus critique envers ça. Hérodote, lui, il va avoir une approche un petit peu plus anthropologique quand il va regarder justement les guerres pas les guerres du Péloponnèse, les guerres contre les Perses. Il va vraiment aller voir la géographie. Il va essayer de reconstituer, de se retrouver dans ces lieux-là pour les évaluer. Mais on est vraiment ici dans une tentative de rendre ça scientifique, de vraiment consolider les bases. Tout ça va disparaître, évidemment. La disparition des cités-États au profit de l'Empire d'Alexandre va faire en sorte que là, les historiens, si on peut parler d'historiens, ou du moins les chroniqueurs, les personnes qui écrivaient sur l'histoire militaire, allaient se retrouver parmi les élites de la cour d'Alexandre et également des États successeurs et vont vraiment plus travailler à la glorification de l'État et des États successeurs. On cherche vraiment à légitimer leur raison d'être, à légitimer leur puissance également. Donc, c'est vraiment un outil de consolidation et de propagande d'État. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui est voulu par Alexandre ou c'est juste un hasard qui est créé par la société de ce moment-là? C'est absolument voulu par Alexandre, mais peut-être c'est une spécificité que j'ai oublié d'inclure, c'est également pour les oreilles des élites. C'est pas pour le peuple, assujettir le peuple, ça se fait avec des épées puis des lances. Les élites, faut les convaincre un petit peu plus. Fait qu'on essaie de construire un héritage et c'est vraiment pour ces personnes-là. Et des fois, c'était juste un self-loathing. Hein. Ils aimaient bien ça, entendre parler d'eux-mêmes dans des faits d'armes absolument glorieux. Donc ça va persister, et ça a persisté très longtemps. Même si c'est Jules César qui va lui amener une nouvelle méthode, pas une nouvelle méthode, mais une nouvelle interprétation du fait militaire, de l'histoire militaire. Ce qu'il va intégrer à l'intérieur de cette historiographie-là, c'est l'art de la stratégie. Donc comment est-ce qu'un général doit combattre? Sauf que lui, il va faire orienter tous les succès militaires autour de sa personne uniquement. L'armée est accessoire à son succès. Tant que sa personne est dit au il, c'est tout ce qui compte. Oui, exactement. C'est pas le nous? Ah non, c'est le il. Oui, c'est dans Astérix et Obélix, oui. Ah, ou je sais pas.
Donc oui, c'est ça, tout tourne autour de lui. Et encore une fois, c'est un outil de légitimation. Il va également essayer de légitimer ses provenances divines et son génie, surtout son génie militaire, à travers ces œuvres-là. Encore une fois, des œuvres de propagande. Et évidemment, dans l'Antiquité, on a le bon vieux manuel militaire. On donne ça aux soldats pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils aient peut-être des petites leçons à gauche à droite des événements passés. Donc, l'Empire romain disparaît éventuellement, on a un décloisonnement, on a l'Empire d'Orient qui se forme, le Moyen-Âge européen, comme le Dark Ages qu'on appelle si bien, on a un petit peu un flou jusqu'au 11e, 12e siècle, où est-ce qu'on revoit réapparaître des histoires militaires, surtout basées sur l'aristocratie guerrière et les faits d'armes. Encore une fois, outil de glorification, outil justement de cours qu'on va raconter ces histoires-là, la plus importante, ce serait la chanson de Roland, que c'est une histoire d'un chevalier au 11e siècle qui s'en va combattre les Basques et qui les bat glorieusement, si je ne me trompe pas. Non, il me semble qu'il meurt, mais qu'il appelle avec sa corne c'est son équipe pour qu'ils viennent le rejoindre. C'est son armée qui réussit à le battre, mais lui, il meurt avec les poumons sèches parce qu'il est trop... Donc, éventuellement, la seule chose qu'il fait pour l'équipe, c'est appeler l'équipe quand lui est plus capable. C'est ça. Mais il demeure, on voit, c'est glorieux, hein, c'est la mort glorieuse. C'est la mort chevaleresque aussi qu'on peut voir là. Donc, ça sert aussi de leçon, hein, une leçon de morale, une leçon d'éthique, une leçon de quelle est ta place dans la société en tant que chevalier, les actions que tu dois poser. Et l'élément le plus important dans toute cette historiographie-là du Moyen-Âge de la guerre, c'est que la guerre, c'est une affaire de Dieu. Dieu décide le vainqueur. C'est pas le stratège. C'est pas le contexte politique. C'est vraiment Dieu qui arrive et qui décide cette personne-là est plus légitime, est plus croyante que l'autre, donc il a le droit de gagner, c'est lui qui va gagner. Et c'est possible peut-être qu'avec l'absence de centralisation dans l'État, dans l'armée, ça rend difficile de dire que c'est une stratégie collective, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'entente entre les différents corps de l'armée. Est-ce que ça se peut? C'est une très bonne intervention. Je ne pourrais vraiment dire. Parce que je me dis, à l'époque moderne, à la fin du Moyen-Âge, les armées se professionnalisent. Ouais. Ça doit aider à avoir une vision d'ensemble. Du moins, une vision d'ensemble... je ne sais pas si on dirait une vision d'ensemble, mais un changement culturel, absolument. Avec la professionnalisation, où est-ce qu'on va... se dire que justement c'est pas Dieu qui va déterminer si on va gagner cette bataille ou pas, peut-être que oui, mais c'est avant tout la stratégie et le génie militaire et les soldats qui vont se battre. Puis justement, comme tu l'as mentionné, la professionnalisation, la consolidation des États modernes va complètement changer l'historiographie de la guerre, où est-ce qu'on va vraiment commencer à plus se concentrer aussi sur les faits d'armes du passé, à essayer de les décortiquer, de les analyser, mais ce qu'on va surtout retrouver à cette époque-là, ce sont les manuels, encore une fois, les manuels de guerre, qui vont être, cette fois-ci, capitalisés. Parce qu'on est dans un État moderne qui se consolide, mais on est également dans l'économie capitaliste qui est en train de se construire ici. Donc, on va imprimer des manuels militaires pour les vendre et essayer de convaincre telle personne d'adopter telle stratégie, d'adopter telle manière de se battre, etc. Mais il y a quand même une autre transformation très importante, c'est la convergence entre l'histoire militaire et les relations internationales. Le livre le plus notable, c'est évidemment Machiavel, Le Prince de Machiavel, où est-ce que la guerre, encore une fois, n'est plus l'affaire de Dieu, la guerre est l'affaire du prince. Le prince a des objectifs politiques. La guerre a donc un objectif politique. C'est pas juste taper sur l'autre pour taper sur l'autre. On cherche à acquérir quelque chose, et si on tombe vraiment trop dans une dynamique de l'autre doit disparaître, on va le fesser jusqu'à temps qu'il meure et qu'on perd complètement de vue notre objectif politique. La guerre, dans le fond, la guerre n'est plus un outil, elle est rendue une fin en soi, et c'est là que ça dérape. Je pense que Machiavel, justement, il fait des... il fait des red lights, c'est ça. OK, oui, tout doit avoir ça. Là, on saute dans les Lumières, où est-ce que la guerre va être déglorifiée, justement. Les philosophes des Lumières vont voir la guerre comme un arrêt du progrès, comme en fait un problème moderne qui doit disparaître. Mais quand même, on va encore avoir de l'analyse des faits d'armes, etc. Les trois idées importantes dans les Lumières, c'est vraiment le rationalisme, la sécularisation et l'optimisme. Et l'optimisme, justement, c'est ça qui fait en sorte que on regarde la guerre comme un malus, comme quelque chose qu'on ne veut pas et qui ne doit pas forcément être analysé dans ce sens-là.
On a la Révolution française, comme on la connaît. On a Napoléon qui apparaît. De son charmant prénom. Oui, c'est le petit nom que j'ai donné à Napoléon pour se moquer de ce personnage, somme toute comique, des fois. On tombe dans le 19e, 20e siècle où est-ce que, justement, la science apparaît. Les sciences raciales, les supposées sciences raciales vont également apparaître. Il y a la révolution industrielle. Il y a encore énormément d'optimisme envers le progrès. Et l'histoire militaire, à ce moment-là, va se transformer, va devenir encore plus un outil de propagande. Va être autour de la nation. Autour de la nation. Surtout autour de la nation, contre les autres. L'élément le plus important ici dans cette histoire militaire-là, c'est que l'Occident a atteint un tel niveau de progrès qu'elle a surpassé le restant du monde. L'Occident is on top of everything. Elle est essentiellement la meilleure et elle a le droit de dominer sur les autres. L'histoire militaire va être beaucoup basée sur cette dominance-là. Et c'est ça. Fin de l'histoire, terminé. Oui, fin de l'histoire. Je sors directement dans les années 50 et 60. On a une crise qui se produit. Les historiens militaires commencent à capoter, on les écoute plus. Dans l'académie. Parce que quand on les écoutait, ça a mal viré. C'est un peu ça que je me dis, moi, quand je regarde cette polémique-là. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet-là. J'ai l'impression que parfois, c'est beaucoup d'historiens qui sont peut-être un petit peu frustrés de leur situation. Il y a beaucoup de romans. C'est beaucoup basé sur des impressions personnelles que l'histoire militaire n'est pas prise au sérieux à l'intérieur des départements. En même temps, on se dit, il y a peut-être une petite raison pourquoi l'histoire militaire, elle a perdu de son flegme. Elle a quand même énormément participé à des mouvements très violents. Évidemment, il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus problématiques. Évidemment, un des grands problèmes avec l'histoire militaire, c'est qu'il y a une grande collaboration avec le secteur militaire. Sauf que c'est peut-être quelque chose que plusieurs chercheurs ne remarquent pas, qui sont à l'extérieur, qui regardent de l'extérieur l'histoire militaire. Il y a un conflit entre les historiens militaires et les historiens militaires de l'armée. Pour avoir été à des colloques moi-même, j'ai vraiment vu des approches complètement différentes sur la manière de faire cette histoire-là, et même des conflits, parce que les militaires, des fois, ils n'aiment pas vraiment ça qu'on les interprète, qu'on essaie de comprendre leurs actions. Eux, ils se pensent très pragmatiques. Ils prennent les décisions qu'ils doivent faire, et commencer à essayer de dire, ouais, peut-être parce que t'es raciste. Ils vont pas... ils trippent pas beaucoup. Ils sont pas ouverts à la critique, dans un sens. Ils sont pas vraiment ouverts à la critique, non. Et surtout en France, où est-ce qu'il y a encore beaucoup de gloire autour de l'armée. J'ai déjà vu des militaires intervenir auprès de civils de manière assez véhémente. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une crise dans les années 50-60, mais aujourd'hui, l'histoire militaire, je pense qu'elle va super mieux. Elle s'intègre beaucoup mieux dans plus meilleur pays au monde. Oui, non, mais c'est vraiment grâce aux autres sciences sociales. À un moment donné, les historiens militaires ont fait, à place de parler de bataille, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a commencé à regarder vers les autres sciences sociales et on a fait, on peut parler de genre, on peut parler de race, on peut parler d'histoire culturelle, par exemple. On peut parler de révolution militaire, comprendre le développement de l'État national à l'intérieur et de l'armée professionnelle, etc. Donc, elle s'est énormément diversifiée. Je pense qu'aujourd'hui, elle va nettement mieux parce qu'on a montré qu'on était capable de faire autre chose que de parler de tanks, d'armes à feu et de bataille. Et tout ça pour dire que à l'UQAM, c'est tout récent, on vient de créer le GRHG, le groupe de recherche en histoire de la guerre, qui essaye justement de devenir un pôle important de recherche en Amérique du Nord, peut-être même au monde. C'est très, très, très ambitieux comme objectif, mais il faut bien qu'on se les donne pour y arriver. Pour aussi relégitimiser l'étude de la guerre et également montrer que c'est très pertinent, surtout aujourd'hui quand il y a des effrois de Troisième Guerre mondiale, guerre contre le terrorisme, on a des dilemmes de sécurité massifs partout dans le monde. Donc, c'est très utile de revoir les conflits passés et les analyser à partir des nouvelles questions de recherche. Mais ces questions de recherche-là, c'est quoi? Comprendre le lien entre société et guerre? Est-ce qu'il y a des axes particuliers? Non, en raison qu'on est allé piger dans toutes les autres sciences sociales et en histoire, les axes particuliers, je dirais qu'il n'y en a pas. L'idée, c'est la beauté du groupe, en fait, j'imagine, de pouvoir parler de tout, mais qui est en lien avec la guerre. Absolument. Il faut toujours, évidemment, que ça soit en lien avec la guerre. En même temps, il y a quand même un débat à savoir histoire de la guerre, histoire militaire.
Il y a du monde qui vont dire l'histoire militaire, si tu parles pas des institutions militaires et de leurs combats, on fait pas l'histoire militaire. Et Thomas Venn lui dit quoi? Je ne me suis pas encore positionné là-dessus. Histoire militaire, ok, je vais leur donner. Je veux dire, si on est vraiment pour dire l'histoire militaire, c'est les institutions et leur combat. C'est drôle à dire, je suis d'accord que ça, on peut le limiter. Histoire de la guerre, ça, bien au contraire, il faut parler des causes, des conséquences, des impacts, des autres acteurs, comme par exemple les guerres totales. On peut pas juste parler du front. Il faut évidemment parler de ce qui arrive derrière, et ça va impacter les études de genre. Mais même le front, ça va impacter les études de genre avec les viols de guerre, ça va de soi. Et toi, Alexandre? Tu fais partie du groupe aussi, je crois. Oui, exactement. Fait que c'est quand est-ce qu'on va pouvoir entendre une de tes chroniques sur l'histoire de la guerre? Ça va sûrement s'en venir dans l'éventualité de l'année. Mais t'as le temps, tu sais, on dit souvent que les maîtrises durent 2 ou 8 ans. Fait que... Je t'avertis, Alexandre, tu commences à faire des chroniques, ça va être 3-4 ans. Je nous en demande beaucoup. C'est parce que tu le fais si bien, Thomas. Ah, ça fait plaisir. Merci. Viser la limite du bas que celle du haut, je pense. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Alexandre, aussi, pour ta brève intervention. Ouais. On a hâte de vous entendre. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'histoire, hein, on aime ça, les belles tournures de phrases à l'histoire de passer le temps. Bref, pour en savoir plus sur l'histoire et comment l'histoire se construit, je vous invite à aller écouter la chronique d'Amélie Roy-Bergeron du 3 mai dernier sur la création du département d'histoire de l'UQAM. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie, merci à tous. Merci Chloé, Rosalie, Thomas. Merci aussi Marie-Pierre et Alexandre d'avoir été présents. Merci. À la régie, Charles Bénard. Merci Julien Lehoux aussi. Merci. Et moi-même, Joël Beauchamp à l'animation qui vous dit qu'on a eu beaucoup de plaisir avec vous. Le studio est plus chaud qu'au début de l'émission, ça c'est certain. On vous invite évidemment à aller écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, sur choc.ca, Spotify, Google Play et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. On se retrouve la semaine prochaine, comme à chaque semaine, vendredi 16h sur les ondes de choc.ca. C'était Histoire de passer le temps et bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de semaine.